Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire du Shift Project consacré à la résilience des territoires. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour présenter notre toute nouvelle plateforme Territoires au futur qui a été conçue avec les Shifters et qui est en ligne depuis aujourd'hui. Au programme ce soir, donc, nous aurons une présentation, une petite intro déjà par Jean-Marc Jancovici, puis une présentation par les auteurs de cette plateforme, donc Laurent Delguerou, Corentin Rillet et Jean-Élie Barjonnet. Puis je vous ferai un rappel de toutes les ressources qui ont été publiées dans le cadre du programme Stratégie de résilience des territoires du Shift Project. On aura ensuite un témoignage de Sophie Guillard en direct des Côtes d'Armor, puis une conclusion par Mathieu Ozano, directeur du Shift Project. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc si vous ne pouvez pas nous suivre jusqu'au bout, un replay sera disponible sur la page du Shift Project Facebook dès la fin de l'événement. Donc vous pourrez accéder au replay à partir de ce soir. Et on mettra également sur le site du Shift Project le replay et sur notre page YouTube d'ici quelques jours. Enfin, nous avons choisi de faire un webinaire assez court, donc il n'y aura pas de temps dédié aux questions-réponses avec le public en live. En revanche, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&A sur Zoom et à poser vos questions sur les commentaires depuis le live Facebook et nous tâcherons d'y répondre par écrit. Voilà, sur ce, je laisse Jean-Marc Jancovici introduire ce webinaire. Jean-Marc, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. On m'entend correctement, c'est bon? Jean-Marc, on ne t'entend pas. Ah, alors, Alors, attends. Si, de notre côté, c'est bon. c'est bon? Pour moi, le micro est branché. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, rebonsoir tout le monde. Bienvenue. Pour celles et ceux d'entre vous qui prennent l'histoire en cours de route, le projet qui va vous être présenté ce soir, en fait, prend la suite d'un projet qui a eu lieu au Shift Project ça fait beaucoup de projets tout ça, pendant 1 an et demi à peu près, et qui s'appelait Résilience, et qui s'appelle toujours du reste Résilience des territoires. L'idée, c'était de commencer à donner quelques billes aux élus locaux et à leurs administrations territoriales pour se confronter à la double contrainte énergie-climat. Alors, la contrainte climatique, on est en train malheureusement en ce moment d'en voir quelques prémices avec ce qui se passe notamment au sud des Pyrénées et ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, avec ce qui s'est passé l'été dernier, avec l'état des nappes phréatiques, même si en ce moment il pleut, ce qui est une excellente nouvelle. Et la contrainte énergétique, on en a également vu quelques prémices ces dernières années et elle ne va faire que s'amplifier en tendance, bien évidemment, à l'avenir. Et donc, la question qui était posée dans Résilience des territoires, c'est: je suis un élu local, qu'est-ce que ça pose comme question pour moi et avec quels éléments de méthode est-ce que je peux rentrer dans ce problème? Les questions que ça pose pour moi, évidemment, c'est quelles sont les activités économiques qui vont faire vivre mon territoire à l'avenir? Est-ce que ça peut être les mêmes qu'aujourd'hui? Ou est-ce que si je suis dépendant de chaînes de valeur un peu longues, bah, ça ne marchera pas? Si j'ai des entrepôts Amazon chez moi, pourquoi les nommer, par exemple? Est-ce qu'il y aura toujours les camions et les avions pour les faire vivre demain? Et donc, du coup, est-ce qu'il faut que je m'occupe de la reconversion, de donner des autorisations, que je ne m'en occupe pas, etc. Comment est-ce que les gens vont manger, puisqu'on importe tout à peu près, hein, même à la campagne, l'essentiel de ce qu'on mange, en fait, n'est pas produit sur place. Bref, ça posait tout un tas de questions et on a essayé d'aider les élus à rentrer dedans. Et donc, ce que vous allez découvrir ce soir, et je ne vous en dirai pas beaucoup plus, prend la suite de manière un peu illustrée. Donc, vous allez voir, donc moi je triche évidemment parce que j'ai déjà vu le site, mais ce que vous allez découvrir ce soir, en fait, c'est un outil qui s'inscrit dans cette philosophie et qui va permettre à la fois aux élus et aux gens des territoires de comprendre d'où ils partent. Donc, c'est un site qui exploite, vous allez le voir, de manière très astucieuse, tout un tas de données publiques pour vous donner une situation de départ. Et évidemment, on espère que ce site sera utile à la fois aux gens qui veulent agir et aux petits poils à gratter qu'il y a en face qui les poussent un peu à l'action. Donc, un élu local, il a en général, dans les motifs d'action, plus exactement qu'il peut avoir, il y a notamment le fait qu'il se fasse un peu houspiller par des gens qui ensuite voteront plus ou moins gentiment pour lui. Et donc, on espère que ce site sera également utilisé par les gens qui pourront argumenter en disant: pour le moment, le territoire fait ceci, cela. Peut-être qu'il serait intéressant de faire également ceci, cela, ou de ne pas faire ceci, ou de faire cela, etc.
Voilà, donc c'est ça l'idée du site qui va vous être présenté ce soir, hein, c'est de nourrir le débat avec de l'information quantitative. Et encore une fois, je n'en dis pas plus et je laisse la place. Alors si je vais dire juste une chose, pour celles d'entre vous qui ne sont pas familiers et familières avec le Shift Project et les shifters, la galaxie shiftienne est aujourd'hui décomposée en deux entités. Vous avez d'un côté le Shift Project, qui est l'association mère ou l'association historique, qui est une association d'entreprises. Et vous avez une association plus récente, donc, qui s'appelle les Shifters, qui est une association de personnes physiques, parce qu'il n'y a pas de personnes physiques, sauf exception membres du Shift Project. Et les Shifters, c'est une association de personnes physiques qui œuvrent aux travaux, enfin qui œuvrent, soutiennent, contribuent à la fois aux travaux et à la philosophie du Shift Project. Voilà. Et donc le projet qui va vous être présenté ce soir a été fait par les Shifters, c'est-à-dire l'association de personnes physiques. Voilà, j'en dis pas plus et je cède la parole à la suivante ou au suivant. Alors, ce sera à moi encore pour quelques secondes. Donc, effectivement, merci Jean-Marc pour cette introduction. Donc, comme tu l'as dit, le Shift Project, donc nous avons dans notre ambition d'influencer, d'éclairer, d'influencer le débat, notamment au niveau local, avec ces travaux. Et comme nous sommes une association, nous dépendons donc enfin voilà, on voit là s'afficher à l'écran la structure du Shift. Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site Helloasso. Vous aurez, nous sommes une association, donc nous dépendons de financement et de dons pour continuer à faire ces travaux. Je laisse tout de suite la parole à Laurent Delquerou, Corentin Rillet et Jean-Élie Bergenet, qui sont donc les créateurs de cette magnifique plateforme Territoires au futur. Et c'est Laurent qui va ouvrir le bal. Laurent Delquerou, c'est à toi. Merci beaucoup Emma, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver là pour vous présenter ce nouvel outil dans le cadre du programme qu'a évoqué Jean-Marc Jancovici, hein, ce programme stratégie de résilience des territoires. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment un projet nouveau, ça s'inscrit véritablement dans cette campagne de mobilisation des élus locaux que nous avons lancée voilà, déjà nous avons initié il y a plus d'un an. Et le contexte, il a été en partie évoqué par Jean-Marc, c'est tout simplement ces effets très concrets, très locaux, ces contraintes, ces épreuves que doivent gérer les représentants, les responsables des territoires, que ce soit des épreuves liées à la sortie des énergies fossiles, donc aux enjeux énergétiques et compte tenu de la dépendance aux énergies fossiles, du fonctionnement de ces territoires, de l'économie de ces territoires, eh bien, cette sortie va générer énormément de bouleversements économiques, sociaux et politiques, ou que ce soit des effets du dérèglement climatique sur lesquels je ne reviens pas et pour lesquels tout le monde est maintenant bien sensibilisé. Donc, la façon d'être plus résilient, nous avons repris à notre compte cette notion de résilience, pour les territoires concernés, eh bien, ça va être de se transformer. C'est-à-dire dans un tel contexte où les bouleversements ne vont faire que se multiplier et s'accroître, eh bien, gérer, anticiper les crises, ça ne suffit pas. Il va falloir se transformer pour être moins vulnérable à l'avenir. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que l'on a travaillé, qu'on produit toute une série de publications depuis maintenant presque 2 ans. Donc cette transformation, elle va se faire dans un contexte particulier qui est celui de contraintes physiques. On a évoqué la sortie des énergies fossiles, on pourrait évoquer la contrainte sur les matériaux, sur les ressources naturelles en général. Les élus connaissent bien aussi une autre contrainte, qui est celle de la consommation de sol, hein, notamment les engagements nationaux récents là, sur la restriction, la division par 2 de la consommation de sol d'ici 2030. Donc, il y a toute une série d'engagements nationaux, que ce soit sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit sur l'artificialisation des sols, qui sont à l'horizon 2030, donc très prochainement, et qui justifient que notre campagne invite à un changement vraiment de trajectoire avant la fin de ce mandat local-là, donc avant 2026, puisque le mandat qui se poursuit est le seul mandat complet avant ces échéances de 2030.
Donc, oui, l'autre élément important, c'est que les territoires vont devoir être résilients face à toutes ces épreuves et puis vont devoir évidemment contribuer aux objectifs nationaux, et on pense notamment à l'objectif de neutralité carbone à 2050. Et la seule façon d'être véritablement efficace dans cette contribution, c'est de ramener ça à une territorialisation, c'est-à-dire de repartir de la réalité vraiment des enjeux, des contraintes, des vulnérabilités, mais aussi des ressources, des territoires. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début, on a produit déjà un certain nombre de travaux, de publications que sûrement certains d'entre vous connaissent, qui sont disponibles depuis le début de l'année, à la fois en version numérique et sur le site du Shift et en version papier en librairie, qui cherchaient à territorialiser autour de 6 catégories de territoires. Vous les avez sous les yeux: ville, campagne, métropole, montagne, littoral et outre-mer. Donc, à la fois pour préciser les enjeux, les transformations que nous jugeons prioritaires pour chacun de 6 territoires. Et aujourd'hui, on franchit finalement une étape supplémentaire. On propose un outil qui va permettre d'aller encore plus loin dans la territorialisation de ces enjeux et du coup dans l'invitation à agir. Alors un petit mot quand même sur l'origine de cette plateforme que nous allons vous présenter. Emma a évoqué que c'était un partenariat Shift-Shifter. Il y a à peu près un an, alors que nous étions, Corentin et moi, en train, avec nos partenaires, de rédiger les publications qui sont sous vos yeux, nous avons reçu un appel de 2 shifters, Jean-Élie, que vous allez entendre tout à l'heure, et Antoine, un autre shifter qui n'a pas pu ensuite rester dans l'aventure, et qui nous ont tout simplement demandé si nous serions intéressés par une plateforme qui donnerait des données au niveau territorial. Voilà. Et le résultat, eh bien, c'est un an plus tard. Vous allez le découvrir, on va le découvrir ensemble ce soir. C'est cette plateforme que nous avons donc baptisée Territoire au futur, territoire au pluriel. Et donc, on va vous demander je crois que vous avez déjà reçu plus ou moins l'adresse, mais on va essayer aujourd'hui de vous présenter un peu la façon d'utiliser ces données, cet outil, avant de naviguer ensemble sur cette plateforme et de vous laisser évidemment l'utiliser. Et j'imagine tout de suite noter votre commune, votre département, votre région, votre intercommunalité. Donc, juste cet outil, c'est vraiment un outil pour mieux territorialiser les enjeux. Ça veut dire qu'il fait directement référence aux transformations, aux messages que nous avons adressés dans nos travaux antérieurs. Ces travaux proposaient des transformations, illustraient de leviers d'action, d'exemples locaux. Et là, on va pouvoir avoir de la donnée locale, des chiffres qui correspondent à des chiffres récents la plupart du temps, qui correspondent vraiment à la réalité du territoire, autant d'éléments qui vont aider à préciser, à améliorer la pertinence de la réponse et de l'action à mener face à tous ces enjeux. Alors cet outil, il est très complet, en tout cas on l'a voulu assez complet, mais pour autant, il ne va pas suffire à embrasser la totalité d'un diagnostic territorial qui doit absolument être complété, être concerté. Et donc, c'est plutôt une invitation à approfondir et à partager sa connaissance des enjeux, et notamment en allant vers les autres sites, les autres plateformes que nous indiquons comme celles qui apparaissent sous vos yeux, qui permettent d'aller plus loin, que ce soit sur la captation carbone du territoire, que ce soit sur les enjeux de précarité énergétique, de dérive climatique, ou le dernier cratère sur la résilience alimentaire, vous verrez, sur lequel nous sommes pas mal appuyés. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite laisser Corentin Rillet vous commencer à illustrer ce que contient cette plateforme et la façon dont vous pouvez vous en saisir et l'utiliser pour mobiliser sur votre territoire. Merci Laurent. Alors, sur la plateforme, quand vous allez vous connecter et taper le nom de votre territoire, vous allez voir que nos indicateurs ils sont répartis dans 4 grands chantiers thématiques
qui sont finalement ceux de notre publication, agriculture et alimentation, mobilité quotidienne, économie locale et emploi, et enfin logement et habitat. Donc c'est encore l'occasion de rappeler que cette plateforme n'est pas exhaustive. Il n'y a pas toutes les données en matière de transition écologique, il n'y a pas non plus tous les sujets de résilience qui sont traités, il y a seulement une sélection en cohérence avec ces transformations et qui permettent du coup d'illustrer de données locales pour appuyer le plaidoyer des citoyens qui veulent aller voir leurs élus et éventuellement pour spécifier certains enjeux quand c'est nécessaire sur ces thématiques. C'est aussi une plateforme, ça a été dit, qui est multi-échelle et donc il est très important de jongler aussi avec ces différentes échelles pour aborder des enjeux qui ne sont pas nécessairement à l'échelle communale. D'ailleurs, rarement, beaucoup d'enjeux vont se jouer plutôt à l'échelle de bassin d'emploi, bassin de vie ou intercommunalité. Du coup, l'intérêt de ces entrées, c'est aussi de pouvoir sélectionner des choses qui vont parler à vos élus, des sujets sur lesquels vous êtes susceptibles d'aller chercher plus que d'autres parce que c'est un enjeu spécifique du territoire ou parce que l'élu que vous allez contacter a particulièrement ce sujet en tête. Donc, on va prendre un exemple concret. Si on allait chercher, par exemple, à tout hasard, la ville d'Angers aujourd'hui et s'intéresser à la question alimentaire. Là, ici, en matière de résilience alimentaire, de sécurité alimentaire, on a un enjeu, c'est que c'est un territoire très petit. C'est un territoire très dense, il y a peu de surface agricole, beaucoup d'habitants. Donc là, où est-ce que vous donnerez la plateforme? Elle va vous dire qu'en termes de sécurité alimentaire, aujourd'hui, si on consommait localement toute la production du territoire, on n'arriverait qu'à couvrir les besoins de 1,4% des habitants. Donc, a priori, on est très loin de l'autonomie alimentaire, elle est complètement exclue. C'est un territoire qui va devoir coopérer et on s'en doute, peu de surface agricole disponible. Donc, d'où l'intérêt, sur des territoires comme ça métropolitains, d'aller voir à des échelles un peu supérieures. Le premier espace pour coopérer, avant d'envisager des territoires lointains, etc., c'est bien sûr l'intercommunalité. Il se trouve que, comme toutes les communes aujourd'hui, Angers est dans une intercommunalité, un regroupement de communes, et la communauté urbaine donc d'Angers-Loire Métropole. Et si on regarde les mêmes résultats à cette échelle, on trouve déjà des choses significativement différentes et avec des leviers d'action. On se retrouve avec une consommation alimentaire qui pourrait être couverte à 23% par la production alimentaire locale, dans l'hypothèse, encore une fois, où toute cette production alimentaire était orientée vers la consommation locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les flux alimentaires sont complètement décorrélés des territoires où ils sont produits. Si on suit nos recommandations de notre rapport, en particulier de soutenir et développer une agriculture nourricière, donc autrement dit, de cultiver avant tout des cultures qui vont permettre de nourrir la population locale et non des cultures qui visent à être exportées sur d'autres territoires, on va pouvoir atteindre avec cette diversification des pratiques agricoles à régime alimentaire constant et à surface constante une couverture potentielle sur le périmètre de la communauté urbaine qui atteint les 45% de couverture des besoins alimentaires locaux. Donc, on est très loin d'autonomie, hein, mais il y a une réelle marge de manœuvre qui se dessine à l'échelle de ce territoire quand on prend en compte cette possible diversification. Et si on va encore un peu plus loin et qu'on veut tisser des liens un peu systémiques avec d'autres sujets, si on, par exemple, on parle de l'évolution du régime alimentaire, puisque aujourd'hui tous les plans de transition écologique voient une évolution du régime alimentaire des Français vers une alimentation moins carnée, et en particulier avec un objectif du coup de division par 2 de l'alimentation sur les produits carnés, eh ben, on va encore pouvoir développer ce potentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des terres agricoles, elles sont dédiées à l'élevage, et donc on va pouvoir libérer des marges de manœuvre. On aura un besoin finalement en surface pour nourrir les habitants qui sera plus faible, et donc on pourra monter jusqu'à plus de 66% de la consommation agricole, la consommation des habitants qui peut être couverte par la production agricole locale. Donc, c'est un cas concret qui permet d'inscrire des enjeux comme le fait de manger plus végétal, qui peuvent paraître des enjeux et des leviers écolos pour certains élus, dans un enjeu de sécurité alimentaire. On a besoin de moins d'espace, donc on réduit le périmètre d'approvisionnement potentiel, donc on gagne aussi en résilience alimentaire. Si on tire la ficelle de ces enjeux alimentaires, il y a un enjeu fort sur aujourd'hui la relocalisation des approvisionnements, en particulier en fruits et légumes, pour éviter qu'ils parcourent de longues distances à travers la France. Aujourd'hui, le territoire de la communauté urbaine d'Angers, c'est déjà un territoire qui produit des légumes, hein. Il produit à peu près 40% aujourd'hui de sa consommation. Donc, on pourrait déjà essayer de recentrer ces flux pour qu'ils aillent vers la ville pour la nourrir davantage. Mais en réalité, il y a largement assez de surface agricole pour atteindre les 100% de couverture théorique des besoins en fruits et légumes sur le territoire. Alors, c'est complètement théorique, hein. Bien sûr, il n'y aura jamais de bananes à Angers. On continuera d'avoir des échanges, enfin, jamais de bananes à Angers, ça dépend de la dérive climatique, mais dans tout cas, on continuera d'avoir des échanges avec d'autres territoires. Mais ça donne une idée du potentiel et d'objectifs crédibles qu'on peut se fixer pour le territoire, qui est pour le coup une quasi-autonomie en fruits et légumes, ce qui réduira drastiquement les besoins d'approvisionnement de celui-ci. Et avec plein de co-bénéfices, hein, évidemment sur la sécurité alimentaire, même si les fruits et légumes sont pas le premier élément le plus déterminant, mais aussi en matière de lien social, de cadre de vie, ou même sur l'emploi.
Aujourd'hui, on chiffre à peu près plus de 300 emplois qui seraient nécessaires, plus de 300 emplois nécessaires pour effectuer cette relocalisation, parce que c'est intensif en main-d'œuvre. Donc, c'est une opportunité pour le territoire, mais c'est aussi un défi. Comment trouver plus de 300 personnes sur le territoire de la communauté urbaine qui sont prêtes à commencer une activité agricole sur ce territoire. En changeant un peu de perspective, intéressons-nous à un autre élu qui va être particulièrement, cet élu, être intéressé par les questions de logement. Et il aurait raison, parce que dans le contexte actuel, suite à la loi climat et résilience, on a des gros enjeux, en particulier sur la question des passoires thermiques, qui vont lentement être interdits à la location entre 2025 et 2028. La plateforme aussi, là, fournit quelques indicateurs qui peuvent vous aider à aller en dialoguer avec vos élus, que ce soit le taux de passoire thermique sur le territoire, avec là, sur le territoire de la communauté urbaine d'Angers, 20,5% de passoires thermiques. Ça vous donne du coup une idée pour mettre aussi au regard de ce que fait actuellement la collectivité, en discuter quels sont aujourd'hui les moyens qu'elle déploie et ce qui sont à l'échelle par rapport à ces 32 000 résidences qu'il faudrait dans ce territoire rénover dans les années à venir. Et ça remet aussi en perspective par rapport aux grands objectifs à 2050, parce qu'il n'y a pas que les passoires énergétiques qu'il va falloir rénover, il y a l'ensemble du parc à des catégories aujourd'hui qui sont basses au niveau de la performance énergétique, donc c'est quasiment avec 80% qu'il va falloir rénover sur ce territoire. Et la plateforme, elle continue à permettre aussi de croiser ça avec d'autres enjeux, éventuellement des enjeux plus sociaux, en particulier en abordant le thème de la précarité énergétique. Et là, on est en plein dans typiquement les co-bénéfices de la rénovation énergétique qui peuvent concrètement être illustrés avec des chiffres sur ce territoire. On a 12,3% de ménages en situation de précarité énergétique sur le logement, sur la communauté urbaine d'Angers. Ça veut dire des personnes qui vont utiliser plus de 8% de leurs revenus disponibles dans des dépenses énergétiques qui sont liées au logement. Donc, avant tout, le chauffage. Donc, on a une réelle potentialité d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et on est capable même de chiffrer à peu près les effets potentiels sur la population. Sachant que ces chiffres, et c'est pour ça qu'on a mis au regard la hausse des prix du chauffage depuis, ils datent de 2020 et vous n'êtes pas sans savoir que depuis, on a une petite crise énergétique qui est venue renchérir ses coûts. Donc, 12,3% de ménages en situation de précarité énergétique, c'est une hypothèse qui est plutôt réservée quant à la précarité des habitants. Du coup, on propose maintenant, là, après ce petit focus sur un territoire très urbain, de faire un petit focus sur la manière d'utiliser un peu les données sur un territoire beaucoup plus rural et très, très fameux, puisqu'il s'agit du territoire de Carbone. Alors effectivement, on a choisi là aussi au hasard une commune rurale qui s'appelle Carbone, mais on va surtout s'intéresser à son intercommunalité, la communauté de communes de Volvestre. Et on va s'intéresser aussi à un autre sujet, après l'agriculture, l'alimentation et le logement, un troisième thème, une troisième porte d'entrée importante, là que tous les élus, je crois, ruraux auxquels ils sont tous sensibles, c'est la question de la mobilité. Dans notre publication, dans nos travaux, nous insistons sur le fait que même à la campagne, même en zone rurale, il est possible, il est souhaitable de développer le vélo, à condition évidemment d'avoir des voies sécurisées, de sécuriser le développement du vélo. Et donc, ça nous a paru intéressant d'essayer d'estimer quels étaient un peu les ordres de grandeur de la population pour lesquels les principaux services, qu'ils soient publics ou privés, étaient accessibles d'ores et déjà à pied ou à vélo. Vous avez sous les yeux les pourcentages, sachant que pour faire cette estimation, nous avons regardé quels étaient les services à moins de 2 km à vol d'oiseau du domicile de chacun des ménages. Donc, 2 km à vol d'oiseau, ça fait un petit peu plus à pied ou à vélo, mais ça nous paraît être une estimation vraiment basse de distance que l'on est tout à fait capable de faire à pied ou en vélo. Et on voit bien que sur un territoire rural comme Volvestre, eh bien, il y a déjà plus d'un tiers des habitants qui peuvent accéder à un collège, à un lycée à vélo, presque les 2 tiers qui peuvent accéder à des soins médicaux ou 30% encore qui peuvent accéder à une gare. Ce développement des mobilités sans voiture, il a également un enjeu social important. Corentin a évoqué le logement. Développer des alternatives à la voiture, c'est clairement une politique qui est favorable aux plus modestes, que ce soit en zone rurale ou que ce soit en périurbain. Et on a regardé quelles étaient aujourd'hui la part des ménages sur chacun des territoires qui étaient en précarité énergétique à cause des coûts de l'automobile et en particulier du coût des carburants. Donc ça, c'est une information qui existe, que nous avons reprise. Donc la précarité énergétique, là, est définie par une part de revenus disponibles de plus de 4,5%.
consacrés au carburant. Donc, vous voyez le nombre important, plus de 1700 ménages sur ce territoire sont dans cette situation de précarité énergétique. Et là aussi, les chiffres datent de 2020, ce qui veut dire, vous le voyez, qu'ils sont très, très largement sous-estimés puisque les prix des carburants ont augmenté de plus de 40% depuis cette date. Voilà, on pourrait continuer. On a évoqué un autre élément clé qui est, qui ne surprendra personne, qui est le fait que si la voiture individuelle, la voiture doit demeurer quelque part, c'est sur les zones rurales et périurbaines, et autant que cette voiture soit électrique. Et donc, comment favoriser l'accès à la voiture électrique sur ces territoires? Là aussi, ça nous a paru intéressant de montrer aujourd'hui à quel point le parc automobile local était peu électrifié. Donc, vous avez les chiffres sous les yeux. Moins de 2% du parc automobile de Volvest est électrifié, 22 bornes de recharge uniquement et aucune recensée installée dans les trois dernières années. Voilà un aperçu du lien que vous pouvez faire entre les transformations, entre les données locales, quantitatives, qui sont mises à votre disposition, et les transformations qui figurent dans notre publication, dans chacun des cahiers que je vous laisserai découvrir si vous ne les connaissez pas, les cahiers de résilience territoriale. Donc, je vais maintenant donner la parole à Jean-Élie Barjonnet qui va parcourir avec vous la véritable plateforme et non pas des diapositives préparées à l'avance, et ce qui permettra de vous montrer d'autres informations, d'autres éléments de cette plateforme. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère qu'on voit bien l'écran. Alors, moi, comme on a pu le dire tout à l'heure, je suis shifter. Ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint l'association. Fabriquer des choses en ligne, c'est mon métier. Et donc, ça tombait bien parce que quand on a discuté avec Laurent et Corentin, on a décidé de construire cette plateforme en ligne. Et donc, c'est celle-là qu'on vous montre aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous êtes nombreux à vouloir vous y balader là tout de suite. En fait, si vous êtes d'accord, on va prendre quelques minutes pour voir ça ensemble. On va voir qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais en fait, on peut creuser assez loin et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc là, tout à l'heure, on parlait d'Angers. Donc là, je suis sur la plateforme. Ça, c'est la page d'accueil quand on arrive. Donc là, oui, c'est la vraie plateforme. Donc là, on a une grosse barre de recherche assez évidente. Quand je vais chercher, par exemple, Angers, on me propose tout de suite la ville de ce nom, d'autres communes aussi, et puis plus bas, l'intercommunalité qui nous intéresse. Dans cette barre, on peut chercher des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Donc, il y a vraiment toute la France qui est répertoriée. Donc là, je vais aller sur l'interco de tout à l'heure, on va retrouver les mêmes chiffres normalement. Donc voilà, donc là je suis sur la page du territoire de la communauté urbaine d'Angers. Donc en fait, cette page, c'est la même pour tous les territoires. Qu'on soit une commune, une interco, un département, on aura la même forme, le même genre d'information. C'est vraiment systématique. Donc quand on arrive sur cette page-là, on tombe tout de suite sur un petit récap des 2 objectifs nationaux vraiment importants qui nous tiennent à cœur, qui sont fixés à l'horizon 2030, qui sont de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre émises par les territoires d'ici 2030 et de diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. Voilà, donc là, on commence là-dessus et quand on descend, on tombe tout de suite sur concrètement ce sujet d'artificialisation et d'émissions de gaz à effet de serre, où on en est. Donc là, on a les chiffres de ces 10 dernières années, par exemple pour l'artificialisation des sols et les émissions annuelles pour les gaz à effet de serre. Donc là, c'est toutes les émissions confondues, ce n'est pas que le carbone. Et donc, ces chiffres-là, c'est les chiffres vraiment de ce territoire. Ce n'est pas des statistiques nationales qu'on a réutilisées. Là, c'est vraiment ce territoire. Si j'allais sur une autre page, j'aurais évidemment d'autres chiffres. Pour chacun de ces chiffres, on peut retrouver la répartition qui nous en dit un peu plus sur concrètement ces chiffres-là, d'où ils sortent. Donc là, par exemple, l'artificialisation, c'est-à-dire qu'on a artificialisé des espaces naturels, agricoles ou forestiers, c'était pour en faire quoi? Là, on constate que c'était pour faire essentiellement de l'habitat et pas mal aussi d'activités économiques. Voilà. Quand on regarde les émissions sur la droite,
Donc là, on voit la quantité d'émissions annuelles. On a un petit bouton aussi qui nous envoie sur un autre outil qui s'appelle Aldo, qui est en fait un outil public, qui cette fois fait des estimations sur la capacité d'un territoire à absorber du carbone, par exemple dans les sols forestiers. Donc ça permet d'aller plus loin. Et là, en matière d'émissions, là aussi, on a une répartition. Donc là, on voit qu'est-ce qui peut émettre essentiellement des gaz à effet de serre sur mon territoire. Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le chauffage? Est-ce que c'est l'activité agricole? Voilà. Donc ça, on a ça pour tous les territoires. Et donc, si je descends un petit peu, c'est là qu'on tombe vraiment sur le vif du sujet, c'est-à-dire les enjeux du territoire et les chiffres dont on parlait tout à l'heure. Donc là, en fait, on en a une bonne liste. Il y a plus d'une douzaine de sujets répertoriés. On vous en a montré quelques-uns tout à l'heure. Et du coup, à gauche, on a un menu où on retrouve les catégories dont on parlait. Donc l'agriculture, l'économie et l'emploi local, la mobilité et le logement sur le territoire. Donc là, vous allez retrouver beaucoup de chiffres et je ne vais pas rentrer dans le détail de tous. Là, ce sera à vous de vraiment découvrir tout ça. Je vais prendre un sujet dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est l'emploi. Donc là, par exemple, quand je vais dans l'emploi, je vois qu'il y a un enjeu qui s'appelle accompagner la transformation des entreprises et des emplois. Donc là, en fait, le sujet, c'est de se dire, sur mon territoire, il y a des entreprises et des emplois locaux qui vont probablement devoir se transformer, ou qui risquent même de disparaître dans les années qui viennent, voilà, pour des raisons de transition énergétique. Alors là, on donne quelques chiffres. Typiquement, ici, on a à peu près 12% des emplois locaux qui sont en fait dans des secteurs qu'on a considérés comme à risque sur le territoire. Et donc après, on les décline. On dit, bon, c'est 12%. En fait, ça correspond à peu près à un peu moins de 17 000 emplois et à peu près 1 000 établissements, alors que ce soit des commerces, des usines, des bureaux, peu importe, mais qui sont concernés. Donc, c'est les emplois et les entreprises qui devraient se transformer à l'avenir. Et alors, ça, on a quelques chiffres comme ça. C'est le cas pour tous les enjeux qu'on a pu présenter. Et si j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus, j'ai un gros bouton approfondir là. On a vraiment tous les enjeux et là, on rentre vraiment dans le détail. On dit pourquoi est-ce que c'est un enjeu, qu'est-ce qui en fait un enjeu, pourquoi c'est dangereux. Typiquement, ici, pour l'accompagnement de la transformation des entreprises, là, sur ce territoire, on rentre même dans le détail de se dire, ah oui, ok, en fait, c'est les transports terrestres qui sont très concernés, le commerce et la réparation d'automobiles, l'industrie alimentaire, etc. Donc là, on décompose un peu plus sur les sujets principaux de ce territoire. Voilà, donc là, on a beaucoup de chiffres. Et donc, on peut se dire, bon, alors 12,1% d'accord, alors d'où est-ce qu'il vient ce chiffre? Alors, ce qui est bien, c'est que sous chacun de ces chiffres, on a donné une source. Là, on pourrait cliquer dessus et ça nous enverrait sur la source de données qu'on a utilisée, qui est très généralement une source publique, avec des données accessibles à tout le monde, qui nous donne plus d'informations sur toute la France. Et nous, c'est ce qu'on a utilisé pour en déduire ces chiffres. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'on a réutilisé des chiffres publiés par l'INSEE en 2020, donc c'est vraiment récent, c'est quasiment les plus récents publiés par l'INSEE. Et donc, on pourrait retrouver ces informations là-bas. Si on a envie de creuser encore davantage pour savoir, OK, alors on voit les données, mais le 12%, comment on l'a eu? Tous ces enjeux-là, on a un bouton méthodologie. Cette fois, lui, il va permettre de vraiment creuser davantage. Donc là, quand je vais dans méthodologie, hop, en fait, ça m'envoie sur cet onglet méthodologie qui est là-haut et qui, cette fois, décrit vraiment beaucoup dans le détail la raison d'être de cet enjeu. Pourquoi c'est un enjeu et puis qu'est-ce qu'on considère comme étant mis en jeu, justement, ici. Donc là, typiquement, on décrit les secteurs qu'on a considérés comme à risque qui, en fait, sont inspirés de la méthodologie du plan de transformation de l'économie française, qui a été publié par le FI. On retrouve les sources de données qui ont été utilisées. Bon, ici, il n'y en a qu'un seul, c'est vraiment ce fichier-là de l'INSEE. Si je clique dessus, je le retrouve. On peut contrôler d'où viennent toutes ces informations. Et ensuite, on rentre vraiment dans le détail de chacun des chiffres qu'on a montrés, comment ils ont été calculés. Donc, il y en a qui sont très, très simples, et il y en a qui sont beaucoup plus compliqués. Et il y a de quoi lire sur cette page pour vraiment rentrer dans le détail de comment tout a été calculé. Ça permet de bien à la fois comprendre comment on est arrivé à calculer toutes ces choses-là, et puis aussi de se dire, bon, OK, alors ils ont calculé ça comme ça, mais en fait, c'est une porte d'entrée pour peut-être explorer, aller plus loin, aller voir ce fichier localisé
des rémunérations de l'INSEE, se renseigner, aller voir certains partenaires qu'on a pu lister ou les sources qu'on a pu donner sur la page tout à l'heure. Et vraiment aller creuser et en fait se poser la question, mettre du débat public sur ces sujets-là. Voilà. Donc d'ailleurs, alors ça c'est comme ça qu'on a calculé et qu'on a, voilà, qu'on a expliqué pas mal de choses. Si vous, en vous promenant sur le site, vous vous dites « Ok, alors là, j'ai remarqué quelque chose d'un peu spécial, je ne suis pas tout à fait sûr, ou j'ai une question, ou carrément, il y a un truc qui n'est pas normal, qui est peut-être bugué, ou quelque chose comme ça », surtout, n'hésitez pas, il y a un bouton à droite « Contribuer » qui est fait pour ça. Donc en fait, là, ça va vous permettre d'écrire un message qui va nous être envoyé directement. Et du coup, vous pouvez vraiment poser des questions, faire des remarques, demander des compléments, n'importe quoi. Et nous, on le recevra directement, on vous répond. Très bien. Alors ça, bon, pour la méthodologie, je ne vais pas rentrer tellement plus dans le détail. Il y a vraiment beaucoup d'informations, je vous laisserai creuser. Donc là, on parlait vraiment de chiffres sur l'emploi, de choses comme ça. Pour moi, c'est l'occasion de vous montrer ce dernier onglet, là, Découvrir nos cartes, qui est en fait un gros morceau de cette plateforme, qui permet cette fois, là, tout à l'heure, on était sur une page territoire, on voyait plein de chiffres sur un territoire, et bien maintenant, on va se focaliser sur un chiffre, mais pour tous les territoires. Donc ici, hop, j'ai une carte de la France métropolitaine, où je retrouve toutes les intercos et pas mal de critères. Donc là, par exemple, on parlait de l'emploi. Donc, je vais retrouver ici mon critère emploi local par des emplois à risque. Hop, et voilà. Et donc là, on a une cartographie qui est assez sympa à lire. On peut aussi décliner par département, par région. Voilà. Donc là, on retrouve quasiment tous les chiffres qu'on avait tout à l'heure sur les territoires, mais cette fois, on peut les consulter à l'échelle de toute la France. Alors, du coup, on a aussi remis vraiment toutes les sources de données, d'où elles viennent, en quelle année elles ont été utilisées, tout ça en bas à droite. Toujours, on veut que tout ça soit très transparent. Et là, c'est l'occasion de se balader sur les cartes, de découvrir des choses. Alors là, je vais prendre un territoire un peu au hasard. Hop, et donc là, je suis sur un autre territoire que tout à l'heure, hein, bien sûr. J'ai juste cliqué dessus. Et je retombe sur le même genre de page que tout à l'heure. Donc les chiffres ont changé, bien sûr, puisqu'on est sur une autre page, mais on a toujours tous les mêmes enjeux déclinés dans tous les sens avec la méthodologie décrite à chaque fois. Donc là, juste pour finir sur un peu ce tour-là, je vais juste parler du coup de ce bas de page, qui est le même pour tous les territoires. Bon, en fait, là, on va parler plus du climat. Donc en fait, là, on fait un focus sur ce territoire, sur des risques climatiques majeurs qui existent déjà sur ce territoire, donc qui sont spécifiques à ce territoire. Donc évidemment, ça diffère de l'un à l'autre. Et pour ça, on se base sur des études qui existent déjà, de Géorisque, qui est aussi un service public, qui publie ces informations-là. Et donc ça, c'est notre état des lieux de risque climatique actuel. Et en fait, on vous invite à voir ce que ça pourrait donner en 2050. Ici, en cliquant sur ce bouton, ça vous envoie en fait sur une autre plateforme qui s'appelle Climadiag, qui est développée par Météo France, et qui permet pour tous les territoires de dire en 2050, comment aura changé mon climat? Est-ce qu'il va faire tellement plus chaud? Les vagues de sécheresse, on va s'attendre à quoi? Est-ce qu'il va encore neiger? Est-ce qu'il va pleuvoir encore? Oui, à peu près quand? Voilà, ce genre de choses. Et donc, ils font un super boulot. On vous a juste un bouton là pour aller tomber dessus directement. Et enfin, on tombe sur un dernier bloc qui, cette fois, vous invite à aller plus loin. En fait, tout le principe de toutes les publications qui ont existé jusqu'à présent et de cette plateforme, en fait, c'est de déclencher un peu des questions, d'attiser la curiosité et de se dire, maintenant que je sais ça, maintenant que je sais que sur mon territoire, il y a tels enjeux vraiment dans les années qui viennent, ça m'intéresse, comment je fais pour aller plus loin? Et donc là, on a vraiment décliné ça pour deux types de publics. Alors, il y a un encart vraiment pour les citoyens, comme moi. Alors, voilà, je peux cliquer ici et retrouver toutes les publications. Je peux même trouver un kit de diffusion qui me permet de m'aider à partager ces constats aux gens autour de moi, même des élus. Et on a vraiment une partie qui est dédiée aux décideurs locaux, essentiellement aux élus. Et puis alors là, où il y a aussi des liens vers des publications précédentes qui, cette fois, donnent des idées de pistes de chantier pour, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des choses qui allaient changer, comment on s'y adapte
Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire en fonction du territoire et on les décrit là-dedans. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Ça va être l'occasion de creuser bientôt par vous-même, mais pas encore tout à fait, parce que cette fois, je vais laisser la parole du coup à Emma, qui va faire intervenir Sophie, il me semble, voilà, pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on s'empare de toutes ces publications et de toutes ces choses qu'on a mis entre vos mains. Tout à fait. Merci encore à tous les trois et bravo pour ce magnifique outil. Donc, n'hésitez pas toutes et tous à aller l'explorer, à regarder donc pour votre territoire et surtout à contribuer si vous avez des suggestions, des questions, des améliorations. Alors, effectivement, donc, cette plateforme s'inscrit dans le cadre d'une campagne de mobilisation et d'interpellation des acteurs territoriaux. Donc, elle suit la publication de nombreuses ressources. Vous avez dû voir passer déjà nos publications à la fois, donc Climat Crise, comment transformer nos territoires, qui a été publié en octobre dernier, et qui est accessible donc gratuitement sur le site du Shift Project en ligne, en version numérique, et que vous pouvez également commander en version papier sur le site de notre éditeur Yves Michel. Nous avons également publié des posters sous forme de cahiers dépliants qui permettent donc d'identifier les transformations pour chaque type de territoire, ville, campagne, métropole, montagne, littoral et outre-mer. Là encore, vous avez donc la possibilité d'accéder à ces ressources en version numérique sur notre site et en version papier sur le site de notre éditeur Yves Michel. Il y a également un coffret disponible en librairie qui réunit chacun de ces 6 posters. Et enfin, alors une publication un petit peu plus ancienne, donc qui date de 2021, qui s'appelle Vers la résilience des territoires, en 3 tomes, qui permet justement aux élus locaux, notamment et aux acteurs locaux, de bien comprendre les enjeux à la fois au niveau climatique, énergétique, de résilience, et d'avoir un meilleur aperçu des leviers d'action, donc comment agir, comment s'organiser. Je vous renvoie donc au site du Shift Project pour retrouver toutes ces ressources, et vous avez également les liens vers ces ressources depuis la plateforme Territoires au futur, donc tout est lié. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Sophie Guillard, qui est donc directrice générale du Centre de gestion des Côtes d'Armor. On a eu tout à l'heure par hasard un aperçu de la région de Lamballe. Donc, on a fait un petit détour par les Côtes d'Armor justement pour voir comment cette plateforme pouvait être utilisée. Sophie, vous avez également donc pris connaissance des ressources du Shift Project et vous êtes associée au groupe local des shifters pour sensibiliser, pour mobiliser. Donc, on souhaitait vous donner la parole ce soir en quelques minutes pour que vous nous parliez de votre retour d'expérience sur justement la prise de conscience qu'a pu susciter, qu'ont pu susciter ces ressources. Donc, je vous invite à nous partager tout cela. La parole est à vous. Merci Emma. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui, on vous entend bien. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, vraiment témoignage très rapide et très modeste, en fait, d'une démarche, effectivement, donc, du centre de gestion. Je vais y revenir tout de suite. C'est quoi un centre de gestion ? C'est un établissement public local, avec donc un conseil d'administration, avec des élus et donc des agents publics territoriaux. Et en fait, comment le centre de gestion est entré dans une démarche de résilience territoriale ? Ce témoignage, en fait, il exprime aussi, à la différence des collectivités, pour lequel c'est peut-être plus intuitif, parce que les collectivités locales sont en prise directe avec des politiques publiques. Un établissement comme le nôtre, donc en fait, qui a un ressort départemental, mais une activité de spécialisation. Nous, l'objet du centre de gestion, c'est tout simplement une fonction de mutualisation RH des ressources humaines au profit de l'ensemble des collectivités. Et donc, finalement, nous intervenons sur le sujet, alors très large, des ressources humaines au profit des collectivités du département des Côtes d'Armor. Donc, on va dire la quasi-totalité des collectivités et établissements publics, donc 484 collectivités, et donc ce qui représente la gestion à peu près de 14 000 agents publics locaux. Et donc, ce principe de spécialité, je le disais, n'a pas invité ces dernières années notre établissement finalement à s'engager justement dans une démarche de transition environnementale.
Et comme toutes les transformations, en fait, il faut une impulsion. Et donc, au centre de gestion, elle était double. De manière classique, le conseil d'administration, le président, donc des élus qui effectivement engagent un projet politique en disant il nous faut effectivement de manière un peu injonctive, engager cette transition écologique, une direction générale qui met en œuvre un projet politique, mais pour autant, ça ne suffit pas. Parce que le premier constat, c'est finalement de quoi on parle. Et c'est là où on vient toucher l'offre du Shift Project, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que le niveau de sensibilisation, le niveau de connaissance, la culture autour des enjeux environnementaux est extrêmement variable. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on dirige ou quand on est cadre au sein de la fonction publique territoriale, il est difficile, évidemment, de passer à côté, évidemment, du sujet de l'urgence climatique et de la transition écologique au travers des formations, des réseaux professionnels, bien sûr, des projets politiques qu'on met en œuvre, mais pour autant, un nombre important de collègues, et notamment les agents de catégorie C représentent 76% des agents publics territoriaux. Il s'agit de pouvoir partager cette culture commune, un socle commun de référence qui permet effectivement de partager la situation et les évolutions projetées. Et donc, premier temps, au mois de janvier 2023, acculturation collective des agents du centre de gestion, une conférence des shifters de Rennes, avec David Alliou, qui a permis donc de partager finalement les constats, un certain nombre de données chiffrées, d'expliquer les effets de quelques degrés de plus, les conséquences du dérèglement climatique, écologique sur notre territoire. Alors, nous n'avions pas encore accès à cette plateforme, mais on voit bien les enjeux justement de la donnée locale présentée pour vraiment interagir effectivement sur « je suis un agent public territorial, mais je suis aussi un usager, un citoyen effectivement de mon territoire ». Et avec un message très fort de la conférence qui est resté emprunt au sein de notre établissement, c'est de pouvoir dépasser le fameux triangle de l'inaction. Et donc, oui, nous devons et nous pouvons le dépasser. Alors ensuite, comment justement développer la culture de la transition écologique et comment s'inscrire finalement dans la démarche de résilience territoriale, deux volets comme pour toute collectivité, un volet interne, un volet externe. Pour l'établissement public centre de gestion, le volet interne était plutôt facile, donc des ateliers de sensibilisation, façon World Café, place du marché, de l'intelligence collective qui permettent aux agents d'exprimer effectivement et d'investir le sujet, avec la conférence des shifters de Rennes comme vraiment déclencheur. Les agents se sont autorisés à proposer des projets et des actions. Pour autant, malgré la bonne volonté des élus et de la direction, en fait, qui se traduisent évidemment par des orientations politiques, comme je le rappelais tout à l'heure, subsiste le doute sur l'authenticité de la démarche. Comme dans toutes nos collectivités. C'est là où il ne faut pas se planter, évidemment, tant les contraintes, elles sont multiples, et à commencer, évidemment, par la contrainte financière. En janvier, nous avions la conférence. En mars, nous votions le budget. Il y avait une nécessité de cohérence entre des arbitrages budgétaires et une ouverture, effectivement, sur les enjeux de la transition environnementale. Et d'ailleurs, d'où, dans certaines collectivités, nous n'avons pas fait ce choix-là, de créer des postes dédiés à la transformation écologique ou de mettre en place des outils type budget vert qui facilitent justement les arbitrages et permettent de dépasser aussi, d'une certaine manière, les contraintes. Je vous passe sur la quinzaine de projets qui a émergé en interne au cours des ateliers. Donc, certains projets ont été intégrés, d'ores et déjà, 5 projets ont été intégrés au budget de l'année 2023. 5 autres ont été retenus comme des actions du quotidien et un concours interne est programmé pour donner suite aux autres projets. Donc, il y a des actions évidemment faciles du quotidien, des actions plus lourdes, et il ne faut d'ailleurs surtout pas stigmatiser évidemment les actions faciles du quotidien. Oui, bien sûr, il faut agir de manière massive, mais pour autant, dans la symbolique et dans l'approche individuelle aussi, le fait d'agir sur des petites choses sont des éléments effectivement assez prégnants justement de cette acculturation que j'évoquais. Il faut être exemplaire, il faut pouvoir démontrer, et la démarche, elle est fragile. Et nous sommes dans ce temps où la démarche au centre de gestion, elle est encore très soutenue car non intégrée. Et donc, elle n'est pas encore du tout comme une évidence ou un réflexe. Et c'est finalement ce que se traduit
le deuxième volet, c'est-à-dire le volet externe, qui est vraiment en cours de développement. Comment on intègre en fait, ou on développe une offre de services à destination de nos collectivités et qui participe justement de la résilience territoriale. Alors nous avons opté en Côte-d'Armor pour un travail avec les territoires dans cette idée de systémie pour privilégier des actions d'ensemble qui permettent de maximiser les effets. Donc, les Côtes-d'Armor ont l'avantage d'être organisées territorialement avec 8 intercommunalités seulement, j'ai envie de dire, ce qui facilite évidemment la mise en réseau et le travail en commun. Et donc, cette diffusion de la culture de la transition écologique, elle est passée par un objectif de territoire, celui des Côtes-d'Armor en transition. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais ça marque bien cette volonté d'un territoire et donc des politiques. Et avec le partenaire qu'est le CNFPT, une offre de formation a été identifiée pour couvrir le champ des politiques publiques et donc finalement concerner les 250 métiers couverts par nos agents de la fonction publique territoriale. Donc, du coup, pour le centre de gestion, finalement, intervenir en prestation dans des collectivités sensibilisées permet de s'y adosser beaucoup plus facilement. Et par exemple, la question des déplacements sur le plan des ressources humaines, qui est notre cœur de sujet, comme je le disais en introduction, eh bien, nous le traitons, par exemple, au travers des sujets des emplois itinérants, des sectorisations de postes, des cycles de travail, du télétravail, bien évidemment. Et quand on intègre la dimension environnementale dans la fonction RH, ce sont bien les conditions de travail à l'échelle du territoire que l'on fait progresser. Enfin, nous essayons de partager donc, cette culture en essaimant dans l'écosystème territorial, qui est un grand village, ça on le sait tous, et ce qui se fait à Rennes, si je sors du département, inspire Saint-Brieuc et les territoires costarmoricains et réciproquement. Et ce qui se fait au centre de gestion des Côtes-d'Armor inspire par exemple la préfecture des Côtes-d'Armor. Et des fois, ça ne marche pas, mais à chaque fois finalement que ça marche et que ça prend, on multiplie les interactions. Merci beaucoup, Sophie Guillard. Donc, je le rappelle, vous êtes directrice générale du Centre de gestion des Côtes-d'Armor. Alors, pour la fin de ce webinaire, on voulait vous rappeler donc l'ensemble des ressources. Alors, j'ai parlé des publications, mais effectivement, le Shift Project s'est lancé dans une campagne de mobilisation. Nous sommes à mi-mandat au niveau des mandats municipaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous inciter, donc comme en a témoigné Madame Guillard, à solliciter les réseaux locaux des shifters, notamment les groupes locaux. Ils sont de plus en plus nombreux et très actifs. Si vous êtes déjà shifter, continuez. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Nous avons créé un kit de diffusion où vous retrouverez toutes les publications, tous les replays, toutes les présentations PowerPoint de l'ensemble de nos webinaires sur la résilience des territoires. N'hésitez pas à vous en emparer. Il y a un email type pour écrire à votre maire. Il y a également évidemment le lien vers cette plateforme Territoires au futur pour identifier les défis prioritaires de votre territoire. On remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont permis à ces travaux d'exister, donc à la fois bien sûr l'association des shifters, mais aussi l'ensemble des partenaires du programme Stratégie de résilience des territoires du Shift Project. Et avant de passer la parole à Mathieu Ozano, je voulais aussi vous donner rendez-vous les 17 et 18 juin prochains à l'Univers Shifté, l'université d'été des shifters, donc organisée à Nantes, qui sera sur le thème des imaginaires et de comment on peut s'embarquer et se projeter dans une société décarbonée. Et donc, pour clore cette session, je passe la parole à Mathieu. Non, mais tu as absolument tout dit, Emma, là. Qu'est-ce que je peux dire? Enfoncer peut-être le clou. Jean-Marc parlait de poêle à gratter tout à l'heure. Cet outil, il est d'abord destiné à tous les poils à gratter que sont les shifters et shifteuses et leurs copains et leurs familles, etc. Donc, cet outil-là, utilisez-le, parlez-en autour de vous et servez-vous-en pour aller gratter vos édiles divers et variés. Voilà, un grand bravo et un grand merci à toute l'équipe et en particulier aux bénévoles qui ont contribué à la fois au développement de ce projet et je viens de le dire, à son succès à partir de tout de suite. Et ceci étant posé, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.